Bonjour, je suis Guillaume Tostivin, créateur du podcast Une toute autre histoire. Cette chronique ponctuée d'anecdotes, d'événements, de personnages historiques va vous permettre d'appréhender différents conseils, business, management, afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre quotidien ou dans votre travail. Le thème d'aujourd'hui est l'art du problem solving à travers l'exemple du Dr Zamenhof et l'espéranto. Aujourd'hui, notre monde actuel est confronté à de nombreux enjeux. Qu'ils soient d'ordre climatique, sanitaire, économique, social, ce ne sont vraiment pas les problèmes ou les défis qui manquent. Naturellement, chaque cadre, chaque personne, chaque manager est amené à réfléchir à comment faire sa part. Comme l'évoque Pierre Rabhi, comment être le fameux colibri dont l'action peut contribuer à changer le monde. Alors s'engager dans des associations, c'est possible, c'est efficace, c'est ce qui est même le plus simple. Mais comment faire quand on veut rêver plus grand, quand on veut résoudre un problème? Eh bien, il faut innover. D'accord, on innove, mais après, comment déployer son idée à l'échelle mondiale? Comment son projet, son innovation peut fédérer, avoir un effet amplificateur réel? Comment avoir une idée à portée universelle? Et déjà, est-ce que c'est possible? Eh bien, nous avons vu dans un épisode précédent que Henri Gantt avait pu, grâce à son expertise, concevoir un outil, l'outil de planification de projet, qui allait être déployé dans énormément d'organisations et qui, aujourd'hui, encore, est utilisé partout. Nous allons aujourd'hui évoquer une personnalité inspirante, un humaniste, le Dr Zamenhof, dont l'invention a bien failli changer le cours du XXe siècle, et potentiellement le XXIe. Il a voulu résoudre un problème simple, créer un langage commun pour rassembler les hommes, les communautés, les talents, pour le bien de l'humanité, la faire progresser. Ce projet, c'est l'espéranto. Alors comment lui est venue cette idée? Comment il a conçu cette innovation? Est-ce qu'elle est devenue un véritable outil? Et quelles leçons on peut tirer de cette histoire? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Mais ce qui est incroyable, c'est en termes d'analogie, c'est que ce projet, de début du XXe siècle, reprend toutes les étapes d'un entrepreneur qui va chercher à résoudre un problème, la babélisation, à trouver un marché, le monde, faire un POC, un MVP, avoir une communauté de early adopters et tenter de diffuser son produit, son service au plus grand nombre. C'est quasiment la même chose. Donc le but vraiment de cet épisode, c'est de susciter l'inspiration et de démontrer que la moindre idée que vous pouvez avoir dans votre jardin, dans votre garage, dans votre bureau, peut résoudre un problème et avoir une portée universelle. Il faut, comme dans tout projet, avoir du talent, une envie, des convictions, une méthode de conception, un plan de déploiement et aussi un peu de chance. Revenons du coup à Ludwig Leitzer Zamenhof. Et il est né en Pologne. Et à ce moment-là, la Pologne, elle est en 1859, l'année de naissance de Zamenhof, est partagée entre l'Autriche, la Prusse et la Russie. Il est né à Białystok. Aujourd'hui, clairement, la ville est, à ce moment-là, habitée par des Polonais, des Allemands, des Russes, des Juifs et plusieurs minorités. Avec une telle diversité de nationalités, de religions, de langues, de mœurs, Białystok, c'est le théâtre permanent de tensions et de graves incidents. Donc clairement, lui, Lazar Zamenhof, en vient dès son enfance à s'interroger sur le moyen d'éradiquer tous ces problèmes de race, de nationalité, de religion. En plus, c'est le fils d'un professeur d'allemand, de français, qui est vraiment un auteur de manuels très renommé de langue et de géographie. Donc il va baigner dans cet univers et se passionner pour les langues. C'est un brillant élève. Il se rend bien compte qu'au sein de chacune des communautés qu'il côtoie, eh bien, tout problème peut trouver une solution honorable. Il a déjà l'état d'esprit de résolution de problèmes, problem solving. Et il sent que l'impossibilité de communiquer joue un grand rôle dans cette situation. Il faut qu'il trouve une passerelle linguistique qui permettrait d'ouvrir la voie à des relations constructives. Et ça permettrait à ce que des peuples hier ennemis vont pouvoir coopérer demain, établir des liens d'amitié à partir du moment où un nouvel état d'esprit a pu s'instaurer. Il aime la langue russe dans laquelle il excelle. Pourtant, il voit dans cet état d'esprit à l'échelle du monde une langue n'appartenant à aucun pays dominant sans lien avec quelque nation que ce soit. Il s'attelle donc justement à une tâche d'un projet de langue. Il n'a que 19 ans et il l'appelle la Lingua Universala à ses camarades de lycée. C'est un triomphe. Mais clairement, il va prendre beaucoup de temps à pouvoir monter ce projet comme on va pouvoir le voir. Son père l'envoie étudier la médecine à l'université de Moscou, donc pas du tout dans ses plans linguistiques. Son père est vraiment hostile à ces activités qu'il juge chimériques et il lui fait du coup promettre à son fils de ne pas s'occuper
de son projet linguistique durant ses études. Il garde les notes et les manuscrits qu'il a entrepris sur la langue universelle sous clé. Clairement, à Moscou, les études de médecine n'empêchent pas, en fait, Louis Lazare de s'intéresser aux langues. À 20 ans, il rédige une grammaire de yiddish qui sera jamais publiée, et il tient malgré tout à sa promesse quant au projet qui le tient à cœur, donc cette langue universelle. En même temps, la question juive le préoccupe aussi. Il prend part à des activités visant à établir une colonie où le peuple juif pourrait vivre sa propre vie. Ce sera un projet justement du XXe siècle que d'autres reprendront, mais il va quand même le mettre de côté. Parce que il y a toujours effectivement son père qui, encore une fois, est très scrupuleux. Il veille à ce qu'il ne se détourne pas du fait de faire de son fils un médecin. Là, du coup, aussi, il revient à Varsovie et sa mère a la douloureuse tâche de lui faire savoir que son père a détruit toutes ses notes concernant son projet de langue universelle. L'amertume et la rancœur cèdent vite place à la détermination. Quoi qu'il en soit, Louis Lazare se sent désormais libre. Il a tenu parole et c'est lui qui n'a rien à se reprocher. Il se remet à l'ouvrage. Il repart depuis le début. Sa mémoire lui permet de reconstituer l'essentiel de sa langue. Et on peut se poser la question, comment est venue l'idée au docteur Zamenhof? Au début, il avait pensé même au latin en termes de conception. Il a travaillé à en refaire une langue vivante. Et il a renoncé parce qu'il a trouvé que c'était beaucoup plus simple de créer une langue de toute pièce, une langue vraiment neuve. Le problème, c'est qu'il a été vite découragé, tellement c'était énorme comme entreprise. À mesure qu'il inventait des mots, même s'il avait une grande mémoire, il les oubliait. Et du coup, la deuxième idée, itération, c'est d'apprendre les langues principales qui servent aux hommes. Lui, il savait déjà le russe, l'allemand, le grec, le latin, d'en retenir les éléments essentiels, les formes communes à la plupart d'entre elles, de fondre ces éléments et ces formes en une sorte d'idiome simplifié qui reconstruit suivant les règles de la pure logique, allégé de toutes les difficultés, toutes les bizarreries qui rendent si pénible et si lente l'étude des langues. En gros, je garde le meilleur, j'évacue le pire et j'en fais quelque chose vraiment d'assemblé. La langue avait un double avantage, c'est que d'un point de vue grammatical, elle était très facile à apprendre, et d'un point de vue lexical, elle était très aisée à retenir, puisque la plupart des mots étaient construits sur le modèle de mots français, allemand, anglais, latin, grec, déjà connus. Louis Lazare termine ses études à Varsovie. Il s'installe quand même comme médecin généraliste, mais clairement, il ne s'épanouit pas dans cette profession. Il se rend compte que même la douleur physique et morale de ses patients le bouleverse au point qu'il ne peut plus tenir. Du coup, le jour, il soigne. La nuit, il travaille sur sa nouvelle langue. Un peu comme Einstein faisait en 1900, quand il travaillait aux offices des brevets le jour et la nuit, il s'attaquait à la théorie de relativité. C'est vraiment la même analogie. Il s'accorde peu de sommeil. Et en 1887, après bien des entraves parmi lesquelles la censure, les obstacles financiers résolus grâce à son futur beau-père parce qu'il va se marier, Louis Lazare parvient à publier un premier manuel en russe sous le titre de Langue internationale. Il adopte le pseudonyme Espéranto. Espéranto, c'est désigne quelqu'un qui espère. C'est son cas. La langue internationale se popularisera plus tard sous ce nom, donc Espéranto. Le docteur travaille intensivement, malgré les épreuves. Il traduit beaucoup. Clairement, il commence à gagner des soutiens. Max Müller, un des plus éminents linguistes de l'époque. Tolstoï, en 1894. En 1889, paraît la première liste de 1000 adresses, de 1000 adhérents. Puis 5560 en 1900. 13 000 en 1905. Le problème, c'est qu'il est censuré par le régime tsariste. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des sociétés, des microcosmes d'espéranto qui se fondent. 44 en 1902, 308 en 1905. Et en 1905, exactement la même année aussi comme pour Einstein, c'est le triomphe. Boulogne-sur-Mer, en France, accueille le premier congrès universel d'espéranto avec 700 participants de 20 pays. Donc là, c'est la preuve est faite que l'espéranto fonctionne parfaitement. Il va y avoir plein d'autres congrès par la suite, mais celui-ci est particulièrement important. Pourquoi ? Parce que énormément de choses vont être établies lors de ce congrès. Vraiment, la grammaire, ils vont travailler tous ensemble, ces différentes personnes. Ils vont aussi traduire Hamlet, les Fables de La Fontaine, les Contes de Perrault, l'Avare, et même au détour de ce congrès, eh bien, on repère une étonnante invention, les alphabets braille en langue espéranto. Ainsi, les aveugles du monde entier pourront lire
les mêmes livres. Vraiment, ce congrès de Boulogne est un véritable succès. C'est assez impressionnant et même la presse s'en fait écho. On envoie différents correspondants pour se rendre compte de l'importance de ce congrès. Du coup, on pense à la suite. Il y a d'autres congrès qui vont suivre, Genève, Cambridge, Washington, Anvers, Cracovie, Berne. Donc l'université prend tout son sens. Tout est prêt le 2 août 1914 pour accueillir 4000 congressistes de 50 pays à Paris. Pourtant, le congrès n'aura pas lieu. Vous devinez pourquoi? C'est la Première Guerre mondiale qui éclate. Les disciples espérantistes, sont un peu déprimés. Ils ne peuvent pas mettre en place ce congrès. Et malheureusement, les étrangers, face au grondement de la guerre, s'enfuient. Et le docteur Zamenhof est arrêté à la frontière par les Allemands. Obligé de rebrousser chemin, il rejoint Varsovie. Il va rester jusqu'en 1917 où il va mourir le 14 avril. Zamenhof ne verra pas la fin, entre guillemets, et la suite de son projet. Donc, clairement, c'est une véritable frustration. C'était pas vraiment un homme d'argent en tant que tel, puisqu'il avait cet objectif global de marche de l'espéranto. Il a vraiment tout fait, tout mis en œuvre. Il s'est vraiment montré attentif à l'aspect humain des choses, parce que c'est ce qu'il faut retenir. À la manière de Martin Luther King, sans violence, il s'est vraiment battu sans autres armes que ses convictions, que tous les peuples puissent retrouver leur dignité et dialoguer dans un esprit que vraiment qui soit universel. Aujourd'hui, même, forcément, il y a beaucoup de rues, de places qui portent le nom du docteur Zamenhof, et aussi une initiative qui était évidente, mais en 1909, quand il y a eu le congrès à Barcelone, plusieurs docteurs ont suggéré à ce que Zamenhof soit proposé pour le prix Nobel de la paix. Et même Zamenhof s'y est opposé. Ça montre bien son caractère. Et vraiment, les chances étaient pourtant réelles à ce qu'il l'est, car il jouissait d'un prestige moral incontestable et sans frontières. Peut-être que s'il avait eu le prix Nobel de la paix aussi, ça aurait beaucoup changé par la suite, mais la guerre mondiale, les réticences, les barrières de l'époque étaient beaucoup trop fortes. Et aujourd'hui, même s'il y a encore une fois, beaucoup de sociétés et d'associations qui essayent de reprendre l'idée d'espéranto, on n'a pas pu avoir le déploiement tel que, à mon avis, Zamenhof le pouvait l'imaginer. Alors, quelle leçon on peut en tirer? Clairement, la première chose, si vous avez une idée, c'est d'avoir vraiment une expertise dans un domaine. On le voit bien encore une fois, pour construire sa langue, Zamenhof se passionne pour toutes les autres langues. Il dépasse facilement les fameuses 10 000 heures pour être un expert multilingue. C'est la base de toute innovation, création, être un expert dans son domaine. Deuxième chose, avoir des convictions et avoir identifié le problème. Comme je le cite, l'idée première, me dit-il, en est presque aussi vieille que moi. Dès mon enfance, j'étais hanté par le sentiment que la diversité des langues séparait fâcheusement les hommes, et que c'était là, de peuple en peuple, une source déplorable de malentendus, de conflits, de haine bête. Clairement, sur le plan du marché, il a raisonné en mode entrepreneur, en trouvant vraiment un problème qui pouvait résoudre à l'échelle le plus grand nombre, d'ailleurs, mais une échelle mondiale. Il a eu une approche de POC aussi, vraiment itérative. Zamenhof le dit lui-même, sa première idée n'était pas la bonne. La deuxième, qui a consisté à prendre le meilleur de chaque langue, le meilleur de chaque élément, a été de loin la plus efficace. Il a véritablement créé un MVP, un minimum viable product, et après, il a créé une communauté de early adopters, une société donc les fameux adhérents qui ont pu faire le relais. Et ce qui est impressionnant, c'est ces fameux congrès où là, chaque personne peut participer à l'élaboration du produit, exactement comme aujourd'hui, des clients sont sollicités pour améliorer tel ou tel produit de telle start-up. Ça apporte une richesse infinie et ça va améliorer forcément la scalabilité que recherche toute start-up d'un service ou d'un produit. Le point essentiel, la leçon, c'est qu'il faut assurer la pérennité. Le problème de Zamenhof, c'est que il avait cette ambition, ce vœu pieux, mais cette œuvre ne lui a pas assez survécu, faute de soutien politique, de lobby. Et clairement, on ose imaginer si l'espéranto avait été déployé dans quelques entreprises à l'époque, par exemple Ford ou autre, ça aurait pu changer véritablement les choses. Et l'usage de cet outil
eh bien, la démocratisation de cet outil aurait vraiment donné un effet amplificateur qui est complètement nécessaire à toute innovation pour qu'elle puisse changer le monde. C'est pas perdu, on est en 2021, l'espéranto existe encore, mais à échelle véritablement réduite. En soi, sans le savoir, je trouve que Zamenhof incarne beaucoup de valeurs de l'entrepreneur social et solidaire. Pas dans le sens entrepreneur, dirigeant, mais vraiment le côté entrepreneur qui va porter ses convictions pour résoudre un problème. Plus proche de nous, on a la communauté open source aussi qui est particulièrement inspirante. Je pense à Linus Torvald qui a essayé avec Linux de résoudre un problème aussi pour pouvoir proposer un logiciel qui soit gratuit et ouvert à tous. Donc le côté open source reprend toutes ces idées universelles sans marché, sans modèle. Mais ce serait vraiment magnifique si on pouvait arriver à trouver le meilleur des deux mondes en utilisant de l'open source qui puisse vraiment agir sur les challenges auxquels on puisse sur lequel on va être confronté dans les prochaines années. Voilà pour cet épisode inspirant. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de connaître un peu mieux le docteur Zamenhof et l'espéranto. Et puis n'hésitez pas à me solliciter pour toute idée de conférence, toute idée. Je serais ravi de pouvoir réfléchir et faire d'autres analogies dans toujours le domaine du business et du management. À très bientôt pour un nouvel épisode.